Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Afrique Info. Samedi soir, le président ougandais a fait sa première apparition dans le débat présidentiel. Ces autres candidats à la présidence se sont joints au débat qui s'est concentré sur la politique étrangère et les questions de sécurité nationale. Les 8 candidats se sont opposés lors du débat de samedi soir qui s'est tenu avant les élections du 18 février. Alors que c'était une première pour lui, Yoweri Museveni, le président actuel, a donné une prestation plus assurée. Je suis ici pour parler de l'Ouganda et pas pour parler de fiction. Si vous voulez une fiction et que vous voulez un prix Nobel de littérature, faites comme bon vous semble. Allez-y. Le débat a permis aux 8 candidats de se pencher sur des sujets tels que les affaires internationales et la paix régionale. Certains candidats partageaient la même opinion sur la question de l'appartenance de l'Ouganda à la Cour pénale internationale. L'Ouganda aurait dû se retirer de la Cour pénale internationale. L'Occident s'est servi de cette cour comme d'un outil contre les peuples africains. Ce n'est pas de la justice. Nous devrions construire notre système de justice au sein du continent africain. Ce qu'il nous faut, c'est notre propre Cour pénale. La Cour pénale internationale, ce n'est pas sérieux. Elle est partisane, elle est biaisée. L'implication de l'Ouganda en République démocratique du Congo entre 1998 et 2003 a déclenché un échange très vif. Le président Museveni et son opposant principal, Kizza Besigye, chef du groupe d'opposition, le Forum pour le changement démocratique, se sont affrontés sans faire de compromis. Lorsque nous sommes allés au Congo, nous y sommes allés sans qu'il y ait de consensus politique dans notre pays. Mais notre mission au Congo était très discutable et n'était pas entièrement destinée à résoudre les problèmes de l'Ouganda ou à bénéficier à notre pays. Et comme vous le savez, un jugement de la Cour pénale internationale pend au-dessus de nos têtes. Elle nous demande de payer 10 milliards de dollars qui vont peser sur nos épaules. Je réprouve ce que Kizza Besigye vient de dire. C'est faux. Nous sommes intervenus au Congo pour nous défendre nous-mêmes. Le Congo a accueilli des ennemis de l'Ouganda depuis longtemps. L'ensemble de Rwandozi est en paix et Besigye veut aller là-bas pour y faire campagne. Mais le plus important, c'est que personne ne peut jouer avec les sécurités de l'Ouganda tant que je suis président du pays. Le débat a peut-être été un moment décisif dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Les électeurs ont pu percevoir les différences de position des candidats en termes de sécurité, de questions régionales et de commerce international. Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent que les questions sociales auraient dû se trouver en tête de l'ordre du jour. Qu'entend-on par politique étrangère lorsque les questions qui concernent les citoyens lambda ne sont pas abordées, comme celle de la sécurité des Ougandais au Sud-Soudan? C'est à ce niveau-là qu'on a perçu un fossé. Les questions de genre n'ont pas vraiment été abordées lors de cette campagne. Ce sont des sujets sur lesquels nous avons débattu, mais il me semble qu'il y a encore de la place pour progresser. Les Ougandais prendront le chemin des urnes jeudi. Et alors que les candidats à l'élection semblent avoir fait leur déclaration finale, les électeurs pourraient quant à eux avoir besoin d'encore quelques jours pour se décider. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est adressé au Parlement du pays. C'est le premier discours présidentiel de ce type depuis le soulèvement de la place Tahrir il y a 5 ans. Le président a déclaré aux parlementaires réunis qu'il avait de l'espoir pour l'avenir de l'Égypte. La capitale est toutefois restée verrouillée une grande partie de la journée. Mesures de sécurité sans précédent dans le centre du Caire. Toutes les voies menant au Parlement ou dans ses environs étaient bloquées. Les mesures de sécurité étaient si extrêmes que les aires de stationnement et les stations de bus comme celle-ci qui se trouve à 2 km du Parlement ont été interdites de véhicules pour prévenir le moindre risque sécuritaire. C'est la dure réalité de l'Égypte en 2016. Lors de sa prise du pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de renforcer la sécurité dans le pays. Mais les risques d'attaques terroristes sont aujourd'hui omniprésentes et les attentats à la bombe sont devenus courants. Mais au sein du Parlement, le président el-Sisi a reçu un accueil chaleureux. La grande majorité des hommes politiques qui y siègent le soutiennent. Il a donc profité de l'occasion pour délivrer un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Mais les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent que donner l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national.
Le président El-Sisi a mis en lumière les projets de développement réalisés depuis le départ de son prédécesseur en 2013. Il s'est engagé à poursuivre le combat contre le terrorisme et à soutenir des solutions politiques dans des pays comme la Libye et la Syrie. Le message de l'Égypte au monde a toujours été un message de paix et d'amour. Nous ferons tout notre possible pour trouver des solutions politiques au conflit en Syrie, à la crise libyenne et à celle qui touche le Yémen. Des solutions politiques également pour obtenir une paix globale et juste afin de résoudre la crise palestinienne qui a été et est encore un problème qui concerne directement le peuple égyptien. Ainsi, c'est depuis l'enceinte de ce Parlement que je renouvelle l'appel de l'Égypte au reste du monde pour unifier les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui est devenu la plus grande menace contre l'humanité. Le président El-Sisi a parlé brièvement des événements de janvier 2011 en disant que l'Égypte avait échappé de peu à une conspiration qui aurait mené le pays dans une situation équivalente à celle que connaît la Libye aujourd'hui. Il a appelé les Égyptiens à s'unir pour lutter contre ceux qui pourraient à nouveau déstabiliser le pays. La population du Soudan du Sud salue le retour possible de l'ancien vice-président et chef des rebelles Riek Machar. Le gouvernement l'appelle à revenir à Juba pour accélérer la mise en œuvre des accords de paix d'Addis Abeba. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a publié un décret faisant de son ancien vice-président et aujourd'hui rebelle Riek Machar le premier vice-président du pays. Les deux parties au conflit national sont tombées d'accord pour partager les positions ministérielles dans l'espoir de fonder un gouvernement d'union. La formation du gouvernement a échoué à plusieurs reprises, mais l'annonce du président Kiir pourrait faciliter les choses. Riek Machar n'est pas encore à Djouba, mais le gouvernement l'appelle à revenir dans la capitale pour faciliter la formation de ce gouvernement d'unité nationale dans les 7 jours. J'en appelle à mon collègue, le docteur Riek Machar doit répondre immédiatement à l'invitation amicale et positive de notre président et rejoindre le gouvernement au poste de vice-président. L'équipe de Riek Machar fait savoir que c'est un pas dans la bonne direction. Nous attendons avec impatience la formation d'un gouvernement de transition au Soudan du Sud. De notre côté, nous saluons cette nomination, c'est une bonne chose. Une guerre civile de près de 3 ans a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé au moins 4 millions de Sud-Soudanais. La nomination de Salva Kiir avait fait naître bien des espoirs à Djouba d'un retour à la normale pour la nation la plus jeune du monde. Je suis heureux que Riek Machar ait été nommé premier vice-président. J'espère que cela pourra apporter la paix dans notre pays. Et en Libye, l'ancien premier ministre du pays, qui est maintenant président de l'Assemblée constituante, invite tous les partis à participer au processus de rédaction d'une nouvelle constitution. Ali Taruni estime que le vide politique créé par cette situation menace la stabilité du pays. La Libye n'a pas de gouvernement stable et fonctionnel depuis la chute de Muammar Kadhafi il y a près de 4 ans. Chaque membre de l'Assemblée constituante doit prendre ses responsabilités dans le processus de rédaction de la Constitution. Le pays est tué, volé. Mon cher pays est sur son lit de mort. Cette Constitution est notre espoir et l'espoir du pays. C'est le début du chemin vers l'unité nationale et la stabilité. Et selon mon expérience, l'unité est difficile à atteindre en ce moment en Libye. Le pays a perdu son orientation, a perdu sa confiance en soi et maintenant, l'unité est devenue très difficile à atteindre. Dirigeons-nous maintenant vers la Somalie. Dans ce pays, on observe les conséquences de l'attentat perpétré au début du mois contre un avion de ligne. À l'aéroport de Mogadiscio, les mesures de sécurité ont été renforcées. C'est le groupe islamiste Al-Shabaab qui a récemment revendiqué cette action. Autour de l'aéroport de Mogadiscio, ces hommes d'une unité spéciale de la police ont été déployés. Ils sont assistés par des chiens de détection. Ces mesures ont été prises depuis que les Shebab ont revendiqué l'attentat à la bombe contre un avion de la compagnie Dalo Airlines. En tant que force de police en charge de la sûreté de l'aéroport de Mogadiscio, nous souhaitons en modifier la sécurité. Nous sommes ici pour assurer au public et à toute personne désirant prendre l'avion dans cet aéroport que nous en avons amélioré la sécurité. Nous avons déployé une unité spéciale de la police qui contrôlera la sécurité. L'attentat n'a pas manqué de remettre en question les moyens sécuritaires mis en place dans l'aéroport.
Les images des caméras de sécurité révèlent d'ailleurs qu'un responsable de l'aéroport est impliqué. Nous avons accentué la sécurité de l'aéroport. Nous avons arrêté plus de 50 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attentat à la bombe contre l'appareil de Daallo Airlines. Nous avons augmenté le nombre et accru la qualité des machines à rayons X. Nous avons installé des caméras de sécurité dans toutes les zones de l'aéroport. Nous nous assurerons que cela ne se reproduise jamais. Alors que l'enquête se poursuit, le personnel assurant la vente de billets n'est plus autorisé dans l'enceinte de l'aéroport. Cependant, aucun vol n'a été annulé. Nous garantissons à la communauté internationale que l'aéroport international Aden AD est aux normes et nous continuerons à l'améliorer. Nous nous assurerons aussi qu'à partir d'aujourd'hui, les compagnies aériennes et les renseignements travaillent ensemble. Al-Shabaab a mis un peu moins de 2 semaines pour revendiquer l'attentat. Il semble que ces cibles étaient des responsables occidentaux du renseignement, mais cette possibilité n'est pas confirmée. L'explosion qui a fait un mort et a blessé plusieurs personnes aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Les équipes de secouristes tentent toujours d'atteindre les 3 mineurs encore pris au piège sous terre après l'effondrement d'une mine d'or en Afrique du Sud. Les secouristes ont déclaré que la situation était encore trop risquée pour le moment. Les 3 mineurs sont encore coincés sous des milliers de tonnes de décombres depuis maintenant plus d'une semaine. Les premières images révélées par les propriétaires de la mine nous donnent un clair aperçu de la situation périlleuse à laquelle font face les équipes de secours. Les images transmises montrent ce qui semble être l'entrée de la mine d'or Lily. On peut clairement constater que la catastrophe a été causée par l'effondrement d'un seul pilier. Il est même difficile de croire que plusieurs mineurs ont réussi à s'échapper. Mais à des centaines de mètres sous les milliers de tonnes de décombres, 3 mineurs, Yvonne Mninsi, Preti Mabouza et Solomon Nyaranda, sont encore pris au piège dans la chambre conteneurisée où ils travaillaient au moment de l'effondrement. Les équipes de secouristes se relaient pour creuser, parfois à l'aide de dynamite, un passage vers la cavité ensevelie. Eh bien, ce que nous essayons en ce moment est de dégager les décombres qui se sont accumulés à l'endroit de l'effondrement pour les déplacer dans des espaces situés plus bas à l'intérieur de la mine. Nous espérons ainsi se frayer un passage vers la chambre conteneurisée où se trouvent les mineurs. Mais samedi dernier, un autre pan de terre a encore cédé sous le poids des décombres, pénétrant le passage creusé par les secouristes et réduisant à néant plusieurs jours d'efforts. Les opérations ont été pour le moment suspendues. Les autorités ont déclaré qu'elles allaient faire un point sur la situation et reprendre les opérations à l'arrivée des nouveaux équipements et de l'équipe d'experts. Elles espéront ainsi extraire les 3 mineurs, qu'ils soient morts ou vivants. Les forces de police du Kenya pourraient bientôt poursuivre les responsables de dopage au sein des coureurs kenyans. À l'occasion des championnats nationaux de cross-country, le corps kenyan de l'athlétisme ainsi qu'un certain nombre d'athlètes retraités ont appelé le gouvernement à agir rapidement et éviter que le Kenya ne fasse l'objet d'une interdiction de la part de l'Agence mondiale antidopage. Les athlètes kenyans n'auraient pas pu concourir à un pire moment pour ces championnats nationaux de cross-country 2016. Et malgré le fait que le pays a manqué la date butoir imposée par l'organe de surveillance pour rendre opérationnel un régime antidopage, des centaines d'athlètes ont répondu présents à la compétition. La fédération nationale déclare que même s'il a perdu des chances, le Kenya travaille dur pour répondre aux exigences de l'agence antidopage. J'ai confiance qu'avec toutes les procédures que nous avons mises en place, nous devrions être dans les temps sans problème majeur et par conséquent, je voudrais demander aux athlètes de bien se préparer. C'est certain qu'ils iront aux Olympiades. Alors que des centaines d'athlètes se battent pour obtenir une place pour le championnat africain d'athlétisme au Cameroun, le chef de la police kenyane a déclaré être prêt à présenter au pays une liste de la honte d'athlètes dopés. En fait, il y a certains individus dont on s'intéresse aux activités des athlètes ou d'autres personnes associées à ces derniers. Et bientôt, vous allez entendre parler de nous. Et des athlètes kenyans retraités ont pesé sur ce sujet, appelant les gouvernants du pays à tout faire pour parer à la crise qui menace. Monsieur le Président et Vice-Président, s'il vous plaît, apportez-nous une législation qui puisse sauver notre pays et éviter que l'on soit exclu en athlétisme ou dans d'autres sports, en particulier pour les Jeux olympiques. Mon seul souhait est de voir le gouvernement tenter de venir nous aider et de sauver le sport dans ce pays.
Lors des championnats, le champion du monde en titre, Geoffrey Kamworor, a remporté la principale course et mènera l'équipe kenyane vers le Cameroun pour les championnats africains. Étant largement une occasion de présenter les talents nationaux, les championnats nationaux de cross-country au Kenya se sont cette année fait plus discrets, peut-être le reflet de la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays, qui pourrait être déclaré non conforme par l'Agence mondiale antidopage pour n'avoir pas respecté la date butoir. La banlieue de Malika à Dakar abrite la plus grande décharge du Sénégal. La décharge de Mbopes est une mine d'or pour de nombreuses personnes qui dépendent de ce site pour trouver ce dont ils ont besoin. Toutefois, les populations qui vivent près des lieux tolèrent de moins en moins sa saleté et demandent ainsi sa fermeture. La décharge de Mbopes à Dakar est peut-être un bien pour certains, mais c'est une malédiction pour d'autres. Couvrant une superficie de 70 hectares et recevant 1300 tonnes d'ordures par jour, Mbopes est une terre d'opportunités. Des milliers de personnes viennent y récupérer et recycler les déchets. Des hommes, des femmes et des enfants viennent ici tous les jours pour trier le plastique, le métal et autres matériaux à récupérer. Malik Diallo vient ici depuis 30 ans. Cette longévité lui doit désormais de diriger l'association des recycleurs. Il y a quelqu'un qui disait que rien ne se perd, tout se transforme. On attend jusqu'à les voitures déversent les ordures. Alors on fait le triage sur place pour pouvoir gagner quelque chose. Soit qu'avec les sachets, on peut gagner sur les sachets, on peut gagner sur les ferrailles, le chrome, l'acier et tout ça. Cet endroit est source de revenus pour beaucoup. Les statistiques récentes montrent que le site génère environ 7 millions de francs CFA par an. Toutefois, les facteurs de santé et l'exposition nocive au zinc et au fer sont autant de raisons d'inquiétude pour les gens de Malika. Nous sommes fatigués. Ici, tout le monde est malade. Les autorités de la santé sont même venues pour nous expliquer qu'il ne fallait pas boire l'eau du robinet. Avant de boire, il faut javeliser l'eau à cause de tous les déchets présents. Tout ce que nous demandons, c'est de relocaliser Mbopes. On n'en peut plus de la fumée, de la poussière. Nos enfants sont malades. Ils ont la diarrhée et souffrent d'asthme. On sait bien que la fumée et l'asthme ne vont pas ensemble. Le Sénégal a scellé un partenariat avec la Banque mondiale pour trouver une alternative à la décharge de Mbopes et y implanter une usine de biogaz. Mbopes, des analyses que nous avons faites confirment à suffisance que c'est une bombe écologique. Aujourd'hui, vous le voyez à travers les images, il y a des feux spontanés, mais il y a aussi des feux provoqués, ce qui naturellement pollue l'atmosphère parce qu'il y a dégagement de gaz à effet de serre. Depuis 2007, quand même, l'État du Sénégal, face à cette désastre environnemental, a voulu quand même prendre ses responsabilités et engager un processus qui va permettre quand même de mitiger tous les impacts environnementaux et les impacts sociaux négatifs. Le gouvernement n'entend toujours pas les appels à la relocalisation, mais la recherche d'une solution se poursuit. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement sud-africains ont déclaré avoir redonné naissance à l'espèce de zèbre disparue, le quagga. Au cours des 30 dernières années, un projet d'étier utilisant les meilleures techniques de reproduction sélective a permis de ressusciter l'animal mythique dont l'espèce avait disparu en 1880. Regardons. Le quagga, une sous-espèce de la famille des zèbres en partie rayée, avait été entièrement décimé par les chasseurs de l'époque coloniale à la fin du 19e siècle. Mais récemment, un petit groupe de scientifiques et de défenseurs de l'environnement sud-africain affirment avoir redonné vie à l'animal au sein d'une réserve privée située à 2 heures de route au nord de Cape Town. Nous avons tenté de reproduire le quagga qui a disparu à cause de la chasse abusive, il y a maintenant de très nombreuses années. Le dernier quagga primitif est mort en 1883 dans le zoo d'Amsterdam. Et les critiques se sont constamment demandé au fil des ans pourquoi personne ne voulait ressusciter cet animal mythique. Nous avons simplement tenté de réparer les dommages écologiques causés depuis plusieurs décennies déjà. Nous avons également tenté d'obtenir une petite représentation de cet animal charismatique qui vivait en Afrique du Sud depuis plusieurs siècles. Au cours des 30 dernières années, les membres du projet Quagga ont utilisé des techniques de reproduction sélective à partir de zèbres des plaines, afin de redonner vie à un animal qui, selon eux, est identique au quagga des plaines
présent en Afrique du Sud depuis des siècles. Nous sommes arrivés à ce résultat à partir de la technique de la reproduction sélective. Nous avons rassemblé les zèbres des plaines du pays avec le moins de rayures possible et nous les avons fait se reproduire en petits groupes distincts. Ainsi, nous avons réussi à extraire le gène de l'absence de rayures, pour aboutir au final à des animaux avec de moins en moins de rayures. Certains rappellent qu'il s'agit là d'une interférence allant à l'encontre de la nature et qu'il était peu probable d'arriver à reproduire un quagga à l'identique. Les analyses d'ADN montrent clairement qu'il s'agit de la même espèce que celle des zèbres des plaines. Elles sont vraiment identiques. Il est possible, si vous préférez, de l'appeler variété ou sous-espèce des zèbres des plaines. Mais nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une espèce différente. Nous le rappellerons enfin que si l'espèce en question était très différente, tout le projet n'aurait pas à se justifier sur le plan scientifique. Alors que les critiques continuent de s'interroger sur les différents processus menés, les résultats sont là pour témoigner de la réussite des nombreuses tentatives. Le projet en est désormais à plus d'une centaine d'animaux reproduits, dont 6 faisant partie de la 5e génération depuis le lancement du projet Quagga. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.